Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Il est 12h à Fass, Cheikh Tidiane, Fass Marigot. Même heure à Medina Baye, d'où nous émettons. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la Radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 6 janvier 2024, c'est l'heure du journal dont voici les titres. À la une de cette principale édition, 72 heures du Sine Saloum, un creuset de mobilisation de toutes les forces vives de la région pour une mutualisation des énergies à l'effet de contribuer à la promotion de la santé, culture et sport, entre autres. Tout à fin prêt, selon Mam Modi Mboup, un reportage de Aline Badara Diop à suivre dans ce journal. Santé, l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba vient de s'enrichir d'un nouveau pôle regroupant les services de chirurgie de maternité du bloc opératoire et de la réanimation construit à hauteur de 9,6 milliards. Mamoudou Moustapha Mbaye nous fera le compte rendu. La défécation à l'air libre, une pratique qui a beaucoup reculé au Sénégal. Le lavage des mains, un moyen très efficace pour la prévention de certaines maladies. Votre rubrique Djangolochi, Benen Anam ou Apprendre autrement avec Neifatou Sissé. Dans la seconde partie, vous aurez la page internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui mettront un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Seydi Haj Libas Mbaye assure les opérations techniques. Merci et bienvenue samedi 6 janvier 2024. L'enclavement et faute d'électricité sont les mots qui freinent le développement de Keur Maha, village situé dans la commune de Keur Mbaba Diakhouba, dans le département de Nioro du Rip. Keur Maha, village situé dans la commune de Keur Mbaba Diakhouba, département de Nioro du Rip, traverse une situation extrêmement abrutissante en raison de l'enclavement et du manque d'électricité. Alioune Ndiaye porte la voix des populations. Ce qui nous manque dans nos villages, c'est-à-dire notre problème, c'est l'électricité. Aujourd'hui, ce que nous manque, nous, les habitants de Santimaka, c'est d'électricité. Nous voulons de l'électricité. Puisque si vous voyez aujourd'hui, un village ne peut pas être développé sans d'électricité. Donc, si vous voyez dans notre commune, les villages qui nous entourent, comme Mandera, Samumba, Kersaroki, Ker Amar Seydou, Ndianyoualo, tous ces villages ont eu de l'électricité, sauf notre village Santimaka, alors que nous faisons partie dans cette commune. L'accessibilité vers les autres villages fait aussi une carence. Bon, les populations de Keur Maha souhaiteraient avoir une solution favorable à tous ces maux qui handicapent le développement de leur village. Les populations de Keur Maha menacent de boycotter l'élection présidentielle de février si toutefois aucune solution n'est apportée à leurs problèmes. Alioune Ndiaye au micro de Noabiaï. Pourquoi pas Santiamaka doit avoir de l'électricité, puisque nous sommes des citoyens comme les autres. Au moment des campagnes, les politiciens viennent ici dans notre village et nous montrent que vraiment, si nous serons du maire, on va vous aider à avoir de l'électricité, à votre développement. Ils ont tout dit, mais nous n'avons rien vu. Donc vraiment, ce que nous voulons, nous, c'est de l'électricité. Monsieur le maire, aide-nous d'avoir de l'électricité. Santiamaka n'a rien vu. Santiamaka n'a rien vu. Nous ne sommes pas considérés dans notre commune. Mais pourquoi? Nous sommes des citoyens comme les autres, donc il faut nous considérer comme les autres. C'est vrai, oui, c'est un petit village, mais c'est un petit village. Il devait être un grand village. Si vous voyez encore notre école, il y a des petits enfants qui étudient là-bas. Bon, ça c'est risqué puisque cette école n'a pas de clôture. Les animaux traversent là-bas. Il y a des petits enfants là-bas. Ça c'est très risqué même. Pour plus parler de développement, il faut avoir de l'électricité dans ton village. Si tu n'as pas d'électricité, c'est comme tu n'as rien. Direction Keur Mbouki, là-bas, les habitants ont organisé une marche pour réclamer des dodanes, l'état d'effectuer des routes. Selon le porte-parole du collectif Mamoudou Gaye, une lutte doit être organisée. Il invite les populations de s'unir autour de l'essentiel. Mamoudou Gueye, porte-parole du collectif de Keur Mbouki. Il y a énormément de domaines qu'on pourrait citer ici, notamment Ablaye vient de le signaler, les dodanes. Oui. On a aussi le problème des routes, oui. On a le problème des établissements scolaires, oui. Le problème des institutions de santé, oui. Le problème de l'eau. Tous ces problèmes-là, on compte en parler. Mais aujourd'hui, ce qui nous réunit ensemble, c'est un problème tout simplement unique, c'est l'électricité. Une lutte doit être organisée et les gens qui viennent doivent rester respectueux. Quand les organisateurs passent des journées, des nuits à se réunir, à faire des réunions, à faire des démarches, la moindre des choses, quand on vous appelle, c'est essayer de respecter ce que ces gens vous demandent. On ne peut pas réussir un projet en réunissant autant de villages s'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de respect et il n'y a pas de comportements dignes de responsables. Donc nous vous remercions tous ici présents et vous invitons dans les prochaines fois à respecter, à écouter ce que le collectif
collectif mettra en place. Nous ne vous laisserons pas tomber, ne nous laissez pas tomber. Le collectif est là pour les populations qui ont besoin, donc que les populations sachent que le collectif ne fait pas de politique. Chacun appartient à un parti politique différent de son adversaire. Donc, ici, on ne parle pas de questions de politique. C'est juste que le président Macky Sall est le président de la République du Sénégal, c'est le chef du gouvernement, donc c'est à lui qu'on s'adresse via le président de Keur-Mbouki, qui est le sous-préfet de Keur-Mbouki. Une marche pacifique, le collectif a tenu promesse et a remercié le sous-préfet qui est dans les actions du développement durable, selon Mamadou Gueye, le président du collectif, que je vous propose de réécouter. On le remercie énormément parce qu'il a beaucoup œuvré pour nous laisser la liberté de tenir vraiment cette marche. Donc, monsieur le sous-préfet, toutes nos salutations les plus respectueuses et les plus sincères. On avait énormément de difficultés à penser qu'on nous laisserait faire cela. Comme on vous l'avait promis, on a essayé de tenir promesse. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de feu, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'accident. Et ça, on avait pris l'engagement devant votre autorité et on espère avoir rempli notre mission, qu'aucune perturbation n'a été notée tout au long du trajet. Donc nous vous remercions énormément pour cette compréhension parce qu'on juge aussi que vous êtes un sous-préfet qui est assez ouvert, moi que j'aime parce qu'il est aussi dans les actions du développement durable. Et cela ne peut apporter que du bien à la population locale. Mais encore, on vous le répète, cher sous-préfet, le besoin qu'on a le plus urgent d'être ici devant vous, ne l'oubliez pas, ne rigolez pas avec, car c'est un projet qui nous tient à cœur, c'est l'électrification de tous ces villages. Ça nous permettrait de faire énormément de choses qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion de citer, mais en tout cas qui est dans nos esprits et que toutes les personnes en parlent. Donc merci à vous, merci à tous ceux qui étaient présents, je vous remercie. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. 90.1 émettons depuis Medina Bay, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momara Alilo. L'info se poursuit, je vous le disais en titre, 72 heures du Sine Saloum, un creuset de mobilisation de toutes les forces vives de la région pour une mutualisation des énergies à l'effet de contribuer à la promotion de la santé, culture, sport et entre autres. Tout est fin prêt selon Mamodi Mboup, un reportage signé Alioune Badara Diop. En prélude des 72 heures du Sine Saloum, le comité d'organisation est fin prêt pour ces 3 jours, à savoir le 11, le 12 et le 13 janvier 2024. La ville de Mbossi-Koumba-Djiguen, au rythme de la culture, Mamodi Mboup est le coordinateur. Disons qu'on est en phase préparatoire des 72 heures, donc en prélude à ces activités. Nous avons été pendant 72 heures pour parler d'abord de l'évaluation de la première édition qui a eu lieu l'année dernière, ensuite des réalisations qui ont eu entre les 2 éditions, c'était la 2e journée, et aujourd'hui nous sommes donc revenus sur notamment le programme des activités en amont déjà et pendant pratiquement donc ces 72 heures. Les 72 heures restent une initiative de El Hadj Fallou Kébé, qui est opérateur économique, qui est aussi président de l'ASC Saloum de Kaolack. Et l'idée qu'il a eue, c'est trouver un moyen vraiment d'opérer sur le social à Kaolack, de contribuer vraiment au développement de sa ville dans tous les domaines. Pendant ce temps, il est revenu sur le programme déjà ficelé pour les 72 heures du Sine Saloum. Le contenu des 72 heures, c'est d'abord des investissements. Ça, il faut le signaler d'abord. On fait des investissements sur le plan des structures comme les postes de santé et autres, sur le plan des bâtiments administratifs, mais c'est aussi une contribution véritablement aux personnes démunies, aux pouponnières, à la MAC de Kaolack et de Koutal, mais c'est aussi les activités qui doivent être cadrées dans l'ensemble des 72 heures. Donc c'est des consultations médicales, c'est des circoncisions de talibé, c'est des dépistages du col de l'utérus pour les femmes, c'est du dépistage du diabète pour les personnes âgées avec le HTA et pratiquement donc l'ophtalmologie. C'est aussi le sport avec donner un aspect très important à la petite catégorie, donc à la pépinière du football kaolackois, les U13 et les U15. Une initiative du président de l'AS Saloum, M. Fallou Kébé, qui a comparé le ministre des Finances et du Budget, M. Mamadou Moustapha Ba. Le coordonnateur des 72 heures du Sine Saloum, Mamodi Mboup, revient sur l'implication des élèves dans le volet pédagogique et culturel avec la visite de quelques sites. Mamodi Mboup au micro d'Alioune Badara Diop. En collaboration avec l'inspection d'académie de Kaolack, nous avons impliqué les élèves dans le volet pédagogique comme dans le volet culturel avec la visite des sites
fêtes avec le carnaval et autres. C'est aussi une manière de revaloriser les ethnies qui vivent aujourd'hui à Kaolack. C'est en tout cas une mosaïque pratiquement d'activités qui vont se retrouver pendant ces 72 heures. Mais c'est aussi une part importante réservée à la religion, pas seulement à l'islam, mais aussi à la religion chrétienne, parce que nous investissons aussi sur le plan de l'association des chrétiennes, mais aussi sur le plan de la cathédrale Saint-Théophile de Kaolack. Voilà pourquoi le dernier jour, c'est-à-dire le 3e jour du dimanche, sera réservé pratiquement donc à des prières, mais aussi à la pose de la première pierre, n'est-ce pas, du dispensaire des talibés à Kaolack. À une dizaine de jours du démarrage, disons même à 2 jours du démarrage, parce qu'en amont, nous envisageons pratiquement donc de faire une visite des sites avec les élèves. Nous envisageons donc d'aller organiser une séance de lutte traditionnelle à Nioro, la randonnée pédestre qui va lancer donc les 72 heures. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes fin prêts, n'est-ce pas? Tout est prêt. Peut-être qu'il restera seulement les installations qui devront recevoir les différentes activités. En tout cas, sur le plan de la conception et de tout est fin prêt pratiquement. Et tous les budgets ont été dégagés pour permettre à chacun vraiment de réaliser ce job. Le parrain reste Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, qui est un fils de Nioro, un digne fils du RIP que nous avons choisi depuis l'année dernière, pas pour sa fonction de ministre, mais plutôt par les valeurs qu'il incarne en tant que fils du Saloum. Je crois que vous avez tous suivi les plénières au niveau de l'Assemblée nationale. À chaque fois que Moustapha Ba passe, c'est vraiment le standing ovation pour le pouvoir comme pour l'opposition. Nous avons voulu donc vraiment faire revenir les valeurs et nous avons voulu prendre ce fils de Nioro comme exemple à cette jeunesse montante qui commence à perdre véritablement ses valeurs. Alors l'appel que nous lançons maintenant, c'est une mobilisation de tous les Kaolackois. Prendre exemple sur Fallou Kébé, venir l'accompagner dans sa mission de développement de Kaolack. Certains l'ont compris. Je citerai déjà le docteur Mbaïlo, le docteur Ousseinou Diop, qui ont compris tout de suite, en tout cas la mission de Fallou Kébé, pour venir l'accompagner véritablement pour l'atteinte de ses objectifs. Aline Badara Diop, politique migratoire, via Guedel Mbouch, diplômé en management sportif. Selon lui, l'immigration clandestine a atteint un niveau dramatique et le football en a subi. Via Guedel Mbouch, au micro de Noabiaï. Le débat sur la politique migratoire ne laisse aucun secteur de l'économie. L'immigration des jeunes a atteint un niveau dramatique. Le sport, particulièrement le football, en subit de terribles conséquences. Combien de jeunes Sénégalais rêvaient de jouer à l'étranger? Avant, l'Europe était la zone la plus prisée. Maintenant, les Sénégalais, surtout les jeunes, sont un peu partout, au Maroc, dans les pays de la sous-région, les pays du Golfe et même en Ukraine. Mais tous ces jeunes rêvent de signer un jour un contrat professionnel, donc de gagner un peu d'argent. Il faut le reconnaître. Certes, il y a des centres de formation et académies qui pullulent un peu partout, mais la plupart sont des mirages. C'est vrai, Génération Foot, Djambar, peut-être Darussalam, Sacré-Cœur sont des réussites. Mais ce sont des éclaircies dans cette scène, au Maroc et dans la sous-région. Mais j'ai vu des situations dramatiques. Certains jeunes Sénégalais qui rêvaient de jouer, aujourd'hui vous les trouvez au Maroc, ils sont obligés de faire de petits boulots pour survivre. Et pire encore, si vous allez dans les pays du Golfe, c'est la même situation. Ça, c'est pour avertir ces jeunes-là. Attention, c'est vrai, je veux être professionnel, mais il est important de privilégier les études. Sur 1000 candidats, le taux de réussite tourne autour au maximum à 10%. C'est un phénomène qui est là, que les gens ne prennent pas compte de ce phénomène. Mais les gens vivent un véritable drame par rapport à ces jeunes qui veulent devenir professionnels. Via Guedel Mbouch pointe du doigt aux arnaqueurs qui sont souvent des soi-disant agents des joueurs. Le milieu du sport et de ces transferts de joueurs est une véritable zingue. Selon le diplômé en management sportif, Viegedel Mbouch. En fait, c'est un écosystème où il y a ce que nous appelons certains qui prétendent être des agents des jeunes. Ils vont proposer ou en tout cas promettre mots et merveilles à ces jeunes qui donnent de l'argent pensant qu'ils vont être professionnels. Au finish, ils sont des arnaqueurs. Donc c'est un système qui est assez gangréné par ces arnaqueurs qui sont souvent des soi-disant agents des jeunes. J'ai vécu des situations dramatiques. Certains jeunes qui ont été amenés en Arabie Saoudite, d'autres au Qatar, par le biais des soi-disant agents des jeunes qui, au finish, sont des chômeurs ou quelquefois même sont devenus des vendeurs à la sauvette en Arabie Saoudite, au Qatar et même au Maroc. Et qui pensent arriver au Maroc ou peut-être même dans les pays du Golfe, ils vont devenir professionnels, mais ça ne se passe pas comme ça. Le football sénégalais est régi par les règlements généraux de la Fédération sénégalaise de football. On ne peut pas transférer quelqu'un ou être un professionnel ou en tout cas être un amateur de football quelque part entre deux fédérations, non.
il y a toute une législation par rapport au transfert de jeunes et par rapport à l'intermédiation même de footballeurs. Mais malheureusement, tous ces jeunes-là, ils vont à l'aventure et ils sont sacrifiés comme ça. Parce que qui veut ne peut pas être professionnel. Qui veut n'est pas aussi professionnel, n'est pas aussi agent des jeunes. Par exemple, ça c'est un exemple concret. Un jeune qui était dans une ville un beau jour, il était, je dirais pas un excellent joueur, mais en tout cas pétri de qualité technique. Il était parti à l'aventure au Maroc, n'ayant pas passé par un club affilié à la Fédération sénégalaise de football. Bon, arrivé au Maroc, il avait tous les talents, il pouvait même s'intégrer dans une équipe là-bas, mais bon, il n'avait pas les papiers. Donc, il était obligé de jouer des matchs de quartier. Finalement, il a fait 4 ans là-bas. Au finish, il est devenu laveur de voiture. Voilà, ça c'est un exemple sur d'autres centaines d'exemples. Donc, attention, le milieu du sport au Sénégal, surtout de ces transferts de joueurs, est une véritable zinc. Alfayda FM, vous le suivez également sur le www.radioalfayda.net. L'info se poursuit. Direction Touba. L'hôpital Matleboul Fawzeyni vient de s'enrichir d'un nouveau pôle regroupant les services de chirurgie, de maternité, du bloc opératoire, de maternité, du bloc opératoire et de la réanimation construit à hauteur de 9,6 milliards. Mamadou Moustapha Mbaye. L'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba vient de traîner un tout nouveau bâtiment construit à hauteur de 9 milliards de francs CFA. C'est un projet qui a coûté 9,6 milliards et qui a permis de mettre en place 104 lits, ainsi que 6 blocs opératoires, ainsi que des suites pour les patients et tous les derniers équipements, derniers cris. C'est un projet qui est extrêmement important et innovant pour 2 raisons. Donc la première, c'est un projet en mode PPP, c'est-à-dire l'État du Sénégal a donné mandat au FONSIS, qui est le Fonds souverain du Sénégal, pour trouver du financement, concevoir le projet, exécuter le projet et le livrer clairement. Et l'État, en contrepartie, paye FONSIS chaque année des annuités jusqu'à concurrence de la somme investie. Babacar Ning, DG adjoint du FONSIS, de signaler que l'ouvrage a été construit dans son intégralité par des Sénégalais. Également un projet qui a été intégralement réalisé par des sociétés sénégalaises. Donc aussi bien le cabinet d'architecture, les sociétés de construction qui sont Sablux et BF Trading, la société en charge de la gestion du projet qui est Polymètre, une filiale du FONSIS, mais même les sous-traitants et les prestataires, c'est des sociétés sénégalaises. Et ça également, c'est une première qu'on a au Sénégal, un projet de cette envergure qui répond aux normes internationales les plus importantes dans le secteur et qui est intégralement payé par les sociétés sénégalaises. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba. Alfayda FM. De Touba, nous voici à Vélingara, lancement de campagne du projet Tiers Sud de Baïdaré, le coordonnateur Abdounion pour cette campagne qui aura un impact significatif sur le statut nutritionnel des enfants. Abdounion au micro de Babacar Diouf. Nous sommes un projet de développement, un projet de l'État du Sénégal et nous avons toujours accompagné, comme tous les autres projets, en tout cas du département de Vélingara, de l'appui et de l'accompagnement de toutes les autorités administratives. Et c'est le cas aussi de cette activité où que vous voyez en tout cas la mobilisation, en tout cas la présence de toutes les autorités administratives pour le lancement de cette campagne-là. C'est une campagne en tout cas que nous pensons quand même qu'il y aura un impact significatif en tout cas sur le relèvement du statut nutritionnel des enfants de manière générale. Donc l'amélioration en tout cas de la santé infantile des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Et remercier en tout cas les jeunes, les femmes, les Badianougor pour la campagne de sensibilisation, pour leur forte implication. Remercier les CRJ aussi pour leur forte implication dans cette campagne de sensibilisation et dans toutes les activités que le projet Tiers Sud en tout cas mène dans le cadre de l'amélioration de la santé et de la nutrition de manière générale dans les 4 départements d'intervention du projet Tiers Sud Baïdaré. Le préfet de Vélingara, Thierno Seydou Sow, revient sur les problèmes de la prise en charge sanitaire des enfants et des femmes enceintes, sur la disponibilité des aliments. Il est ici au micro de Babacar Diouf. La question qui se posait ici, pour la prise en charge sanitaire des enfants et des femmes enceintes et allaitantes, il y avait quand même un chapitre qui posait problème. C'est quoi? La disponibilité des nutriments essentiels. Je ne suis pas technicien, mais parce que le technicien de l'hôpital en a parlé. Au lieu effectivement d'aller chercher des compléments alimentaires, les techniciens ont pensé effectivement que ici, au niveau de Vélingara, tous les nutriments sont disponibles et en suffisance dans les produits que nous consommons. Alors, il se pose la question, comment faut-il faire? Il y a dysfonctionnement. C'est dans ce cadre-là que ce projet-là est là aujourd'hui pour cette campagne, pour aller dans les moindres recoins, au plus profond des villages, pour sensibiliser et veiller conscientiser tout le monde de sorte que les enfants
et les femmes, de manière générale, puissent s'alimenter convenablement, mais sainement et en équilibre. Il y a des produits qui sont disponibles dans le département et qui ne sont pas consommés, n'est-ce pas, convenablement ou bien encore en suffisance. C'est l'objet de cette campagne. Et pourquoi ces produits-là ne sont pas consommés parfois en suffisance? C'est par rapport à des obstacles culturels. Donc on me disait que voilà, on dit que l'enfant à bas âge ne doit pas manger des œufs parce que normalement, bon, sinon il va parler lentement ou bien, en tout cas, l'acquisition du langage sera en tout cas trop retardée. Tous ces obstacles-là culturels devront être l'objet quand même d'une discussion, d'une large sensibilisation pour que les techniciens puissent aller sur le terrain, n'est-ce pas, régler tous ces problèmes-là. Vélingara, toujours cette fois, nous allons parler de religion. Ziara annuelle de feu Imam Thierno Ibrahima Diallo. Pour cette année, le thème qui a été choisi, dites aux gens la bonne parole, selon Chérif Bekay Diallo, qui invite les politiciens de respecter leurs partenaires à l'approche des élections. Il est ici au micro de Babacar Diouf. Cette année, le thème, on a consacré ça à un verset du Coran, Waqulu linnasi husna, c'est-à-dire dites aux gens la bonne parole. Ça, c'est un verset du Coran. Donc, c'est-à-dire on invite tous les Sénégalais et Sénégalaises, tous les diasporas sénégalais, ou tous musulmans et musulmanes, ou tout être humain, de prospérer la bonne parole, de dire aux gens du bien. On voit à ce monde de technologie, monde d'éthique, c'est-à-dire chacun a un téléviseur devant lui, chacun a un portable, chacun a un radio, chacun peut émettre et diffuser des informations. Mais l'islam interdit les croyants de proférer des paroles indécentes à autrui, que ce soit celui que tu partages la même religion ou bien que ça soit aussi la personne dont vous partagez l'humanité. C'est-à-dire nous tous, nous sommes des êtres humains. Cette année, c'est une année électorale. C'est bientôt, on va entrer dans la campagne électorale. On invite tous les hommes politiques, que ce soit qui respectent leurs partenaires, qui respectent leurs adversaires. Effectivement, Thierno a passé la majeure de sa vie ici à Vélingara. Il a été bien intégré dans la communauté vélingaroise, particulièrement la communauté musulmane. Donc, il a été bien accueilli ici à Vélingara. Et il avait autour de lui des notables qui l'ont accompagné pour accomplir sa mission, qui était une mission du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire appeler les gens vers le bien, faire du bien, de parler de la paix. La défécation à l'air libre, une pratique qui a beaucoup reculé au Sénégal. Le lavage des mains, un moyen très efficace pour la prévention de certaines maladies. Votre rubrique Djangonochi Benen Anam ou Apprendre ensemble autrement. Ndeifatou Sissé. La défécation à l'air libre, une pratique qui a beaucoup reculé au Sénégal. Vraiment, je salue aussi le grand travail que les ONG de Kaolack ont fait par rapport à la lutte contre la défécation à l'air libre. Quand je suis venu, j'ai remarqué au niveau de Kaolack que pratiquement les gens ont abandonné cette pratique et que vraiment partout où on passe, pratiquement au niveau de certains villages, il y a des latrines améliorées et même des latrines modernes par rapport au temps. Le lavage des mains, un moyen très efficace pour la prévention de certaines maladies et infections. Un geste d'hygiène de base. C'est pratiquement le comportement de l'usager après avoir fait ses besoins, surtout dans le domaine du lavage des mains. Quand on sort de la latrine, on doit se laver les mains, sinon la latrine n'aura pas son efficacité. Et aussi, les latrines aussi doivent être des latrines bien entretenues du point de vue toilette et consommation. La rubrique Apprendre ensemble autrement s'intéresse donc ce samedi au sujet. Et pour en parler, nous sommes justement avec le capitaine Boutouré. Je suis nouvellement affecté à la brigade régionale d'hygiène de Kaolack comme chef de service régional. Les gens doivent vraiment prendre la précaution de bien se laver les mains pour éviter les maladies dues aux manies portées. Parce que à travers pratiquement la main, on peut gommer beaucoup de maladies comme l'hépatite B, les helminthias et d'autres maladies qu'on peut éviter par un simple lavage des mains. C'est avec de l'eau et du savon. À côté de chaque toilette, on doit avoir un dispositif de lave-mains pour permettre à l'usager, si il sort des toilettes, se laver correctement les mains pour ne pas vraiment disséminer des maladies au sein des communautés. On est toujours sur le terrain. Quand on part dans une maison, on fait le tour de la cour de la maison pour voir l'insalubrité, voir même les toilettes, comment les belles dames entretiennent les toilettes dans les maisons. Est-ce qu'il y a un dispositif même de lave-mains à côté des toilettes? Parce que ce dispositif de lave-mains vraiment doit être quelque chose que les populations s'adonnent pour pouvoir juguler pratiquement pas mal de maladies qui actuellement gangrènent la société. Voilà, ça n'est tout pour aujourd'hui. La rubrique vous donne rendez-vous prochainement.
justement avec un autre sujet. Actualité internationale. Il est 12h passé à Kaolack, 1 heure de plus à Paris. L'actualité internationale, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En Afrique du Sud, la justice a annoncé ce vendredi la réouverture de l'enquête sur les meurtres de 4 militants anti-apartheid, dit les meurtres de Cradock, l'un des crimes de l'apartheid encore jamais élucidé. L'affaire qui avait provoqué l'indignation dans le pays remonte à 1985. Une nuit, les 4 militants quittent une réunion et prennent la route pour rentrer chez eux dans la petite ville de Cradock. Ils n'arrivent jamais à destination. Leurs corps, gravement brûlés et lacérés de coups de couteau, sont découverts plus tard à 2 endroits différents. Des membres de la police de l'apartheid, des Blancs, sont soupçonnés de les avoir exécutés. 2 enquêtes ont été menées, mais les suspects n'ont jamais été traduits en justice. Selon la justice, de nouveaux éléments permettent aujourd'hui la réouverture de l'enquête. Actualité internationale. Toujours en Afrique du Sud, l'ancien athlète de 37 ans Oscar Pistorius, condamné pour meurtre, est sorti de prison ce vendredi. Il bénéficie d'une liberté conditionnelle après avoir purgé plus de la moitié de sa peine et près de 11 ans après le dit meurtre. Dans la nuit du 13 au 14 février 2013, Riva Steenkamp, mannequin de 29 ans, qui entretient une relation amoureuse avec l'athlète, est dans la maison ultra sécurisée du sportif dans la capitale sud-africaine, Pretoria. Oscar Pistorius tire avec une arme à travers la porte fermée des toilettes de sa chambre et la tue. Arrêté au petit matin, il dit avoir cru en la présence d'un cambrioleur. Il écope finalement en appel d'une peine de 13 ans et 5 mois de réclusion. Actualité internationale. Le Niger a rétabli une taxe sur les appels internationaux. Le gouvernement a adopté un projet de décret pour réhabiliter la taxe sur la terminaison du trafic international entrant, fixant le tarif minimum d'un appel international à destination du Niger, selon un communiqué lu à la télévision publique. Elle avait été supprimée, cette taxe, en 2022 au regard des sanctions, mais au regard des sanctions infligées à notre pays, il a été jugé utile de rétablir cette taxe qui, bien recouvrée, peut générer au bénéfice du trésor de l'État plus de 20 milliards de francs CFA par an, précise le communiqué. Le montant qui sera prélevé sur ces appels entrants au Niger n'a pas été précisé. Actualité internationale. La justice tunisienne a décidé ce vendredi de remettre en liberté le journaliste Samir Sassi du bureau local de la chaîne de télévision qatari Al Jazeera, selon un communiqué de son avocat. D'après des médias locaux, ce journaliste tunisien de 55 ans, proche du mouvement islamo-conservateur Ennahda, bête noire du président Kais Saied, avait été placé en garde à vue et faisait l'objet de soupçons d'adhésion à un groupe terroriste. Samir Sassi avait été interpellé mercredi soir après une perquisition de son domicile par les forces de sécurité. Le bureau local d'Al Jazeera, chaîne de télévision basée au Qatar, est officiellement fermé depuis le coup de force par lequel le président Kais Saied s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021. Aucune explication officielle n'avait été fournie pour cette fermeture et les journalistes de la chaîne ont été autorisés à continuer à travailler. Actualité internationale. La marine indienne a annoncé ce vendredi que des commandos étaient intervenus à bord d'un navire en mer d'Arabie après son appel de détresse avertissant d'une tentative de détournement après que 5 ou 6 inconnus armés soient montés à bord jeudi soir. L'INS Chennai, un destroyer de la marine indienne, a intercepté vendredi après-midi le navire qui bat pavillon libérien et des commandos de la marine indienne sont montés à bord du navire, a indiqué la marine dans un communiqué. Des médias locaux ont indiqué qu'environ 15 membres d'équipage indien. Actualité internationale. L'actualité sportive. Une page sportive que nous ouvrons avec la 11e journée de la Ligue 1. Toutes les rencontres se joueront demain à 16h30. Teungueth FC reçoit AS Pikine, Jamono de Fatick reçoit Jaraaf, Stade Mbour reçoit Casa Sport, Linguère de Saint-Louis reçoit US Gorée, Génération Foot reçoit Dakar Sacré-Cœur, Guédiawaye Football Club reçoit Jambar et Wakam reçoit Sonacos. Pour la Ligue 2, pour le compte de la 11e journée, ce soir à 16h30, NGB reçoit Keur Madior, Douane reçoit Oslo, Demba Diop reçoit Walidane, Seneps Excellence reçoit Duc, demain Ndiambour de Louga reçoit Thiès
Thiès FC, Amitié FC reçoit Agel, HLM reçoit RS Yoff. En Europe, 32e finale Coupe de France, Lille reçoit Golden Lion à 14h30, Sochaux Lorient. À cette même heure, Amiens Montpellier, Entente Bordeaux, Nice Auxerre. 16e de finale Coupe du Roi en Espagne, Arodina Real Madrid, Alaves reçoit Real Betis, USK reçoit Rayo Vallecano. 19e journée Calcio italien, Inter Milan reçoit Hellas Vérone, Frosinone reçoit Monza, Lecce reçoit Cagliari, Sassuolo reçoit Fiorentina. FA Cup 3e tour, Sunderland reçoit Newcastle, Chelsea reçoit Preston. À 17h30, retour au Sénégal pour parler d'handball. Les finales de la Coupe du Sénégal se joueront ce soir chez les hommes Duc Asfa et chez les dames Djadji Sarr, Diamono de Guédiawaye à Dakar Arena. Ça n'est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur le quotidien Walf le matin. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal, c'est l'affaire de Ndeye Fatou Cissé. La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais parus ce matin que nous ouvrons avec la dépêche qui fait mention de l'issue de l'opération de contrôle de parrainage au Conseil constitutionnel et renseigne à ce propos que 9 candidats ont été admis d'office. Sonko recalé note en une Dakar Presse qui indique à ce propos que le Conseil constitutionnel évoque un dossier incomplet du fait de la non-présentation de l'attestation de la CDC. Sonko recalé note en une Dakar Presse qui indique à ce propos que le Conseil constitutionnel évoque un dossier incomplet du fait de la non-présentation de l'attestation de la CDC. À la une de Dakar Presse, Aminata Touré, l'opposition remet en cause la fiabilité du fichier électoral, relate le journal présidentiel de février 2024. Sonko Duboko mentionne le grand panel. L'indépendant au Conseil constitutionnel fait mention à un désappointement. 9 dossiers validés sur 93, 22 candidats admis au second tour, 62 hors course, dit la publication. C'est intéressant à l'instar de plusieurs parutions sur le cas d'Ousmane Sonko finalement écarté de la présidentielle pour dossier incomplet. L'info parle d'un coup de grâce à l'encontre du maire de Ziguinchor, livrant à ses lecteurs les rouages des dossiers politico-judiciaires 24 heures barre en une, je cite, tout mensonge doit une dette à la vérité. Contrôle en validation des parrainages Sud et pas fin, écrit Sud Quotidien. Vendredi d'échec, titre la publication qui dans le détail relève 0 admis d'office sur 14 candidats. Au dernier jour de contrôle des parrainages, Talla Sylla ayant retiré son dossier, Ousmane Sonko recalé, Aïda Mbodj invalidé, Bougane Gueye, Thierno Alassane Sall et Amadou Ly Dakilé admis à régulariser leurs doublons. Plan de survie, le titre est à la une de Besbi le jour, le journal qui s'intéresse également ce matin à l'invalidation de la candidature d'Ousmane Sonko annonce que les avocats de ce dernier vont introduire un recours tout en citant Habib Sy, Cheikh Tidiane Dièye et Diomaye pour le sauvetage du projet. Et puis loin de la politique, l'Observateur qui scrute ce samedi le marché parle de tension. Et pour cause, dit le quotidien du groupe Futur Média, la hausse des prix du riz non parfumé et la rareté des bonbons de gaz butane. À la une du journal, les justifications du chef du service régional du commerce de Dakar, mort, arrivé et se intercepté en cours de route. À la une de Les Échos, le journal évoque ce matin les chiffres effrayants de l'émigration clandestine. Ainsi donc s'achève ce 12h, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. Merci à Sidi Haj Libas Mbaye qui a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahim Gaïr. L'info vous revient dans moins de 30 minutes. Ce sera en Wolof avec Cheikh Tidiane Diagne. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. Alfayda FM 90.1. 72 heures du Sine Saloum, un creuset de mobilisation de toutes les forces vives de la région pour une mutualisation des énergies à l'effet de contribuer à la promotion de la santé, culture, sport, entre autres. Tout est fin prêt. Vous avez écouté Mamoudou Mboup dans un reportage signé Aline Badara Diop. L'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba vient de s'enrichir d'un nouveau pôle regroupant les services de chirurgie, de maternité, du bloc opératoire et de la réanimation, construit à hauteur de 9,6 milliards. Vous avez entendu le reportage de Mamoudou Moustapha Mbaye. La défécation à l'air libre, une pratique qui a beaucoup reculé au Sénégal. Le lavage des mains, au moins très efficace pour la prévention de certaines maladies. Vous avez entendu le reportage de Fatou Cissé dans votre rubrique Django Nochi Beren Anam.
L'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens ont mis un terme à ce 12h. Merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Sachez que vous êtes la raison de notre passion, de notre engagement quotidien. Nous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous accordez. Bon week-end à tous et à tous. Le journal Serigne Moussa Kane.